Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps moderne, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle de médias sociaux. Aujourd'hui, nous tenterons de répondre à la question: quel rôle jouent les médias sociaux dans la vie des adolescents et des adolescentes? Notre quotidien est rempli, parfois voire saturé de différents outils de communication. Les cellulaires, les médias sociaux, les applications de messagerie, de rencontres, les forums de ce monde prennent une place grandissante dans nos vies, au point de rendre de plus en plus ténues les limites entre nos interactions sociales en ligne et celles qui se déroulent en personne. Bien que notre littératie numérique se soit développée de manière générale, les codes de communication en ligne chez les adolescents et adolescentes demeurent pourtant relativement méconnus et inexplorés. Alors que nous avons tendance à porter une attention plus soutenue à leurs risques inhérents, d'autres facettes des médias sociaux restent dans l'ombre. Quel rôle jouent-ils dans leurs amitiés? Est-ce que les communautés en ligne et les influenceurs sont des acteurs importants dans la construction identitaire des jeunes? Dans cet épisode, on tentera d'aller au-delà des clichés en se demandant quel rôle jouent les médias sociaux dans la vie des adolescents et des adolescentes. Je suis Jérôme Desjardins-Lessard et je suis votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Nelly Brière et Nina Doug. Nelly Brière est conférencière et consultante en communication numérique et réseaux sociaux. En plus de ses projets avec Télé-Québec et Radio-Canada, elle est chroniqueuse techno pour la première chaîne de Radio-Canada et intervient régulièrement dans les médias sur des sujets liés au numérique, dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de la mobilisation citoyenne, de la politique, des médias d'information et plus encore. Titulaire d'un baccalauréat en journalisme, d'un diplôme de l'École supérieure de journalisme et d'une maîtrise en communication, Nina Doug est doctorante à l'UQAM. Sa thèse s'intitule « Les plateformes numériques et le lien social à l'adolescence, pratique de sociabilité en ligne des adolescents au Québec âgés de 12 à 15 ans ». Elle est actuellement chargée de cours au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de participer à ce balado. Pour mettre la table, j'ai envie de vous demander quel rôle jouent les médias sociaux dans la vie des adolescents et des adolescentes? C'est vraiment une grosse question. Je pense que Nelly, elle va être tout à fait d'accord. C'est comme une maison avec tellement de portes d'entrée et de fenêtres. Ça dépend de ce qu'on regarde, de ce qu'on étudie. C'est comme la vie d'un adolescent. C'est impossible à réduire à une seule facette. Et en plus, je rajouterais toute une autre couche. Il n'y a rien de moins homogène qu'un adolescent. Il y a autant d'adolescents qu'il y a de pratiques. Donc, ça répond pas à la question, mais au moins, je pense que ça nous permet de mettre une base un peu à cette conversation, de comprendre qu'on peut pas dire qu'il y a un rôle, il y a des rôles. Ça s'inscrit dans des contextes présents, ce que le jeune est en train de vivre actuellement, quels sont ses besoins, ses défis. Ça s'inscrit aussi dans des contextes familiaux. C'est quoi les dynamiques internes? Ça s'inscrit dans des trajectoires de vie aussi. Qu'est-ce qu'on a vécu par avant? Qu'est-ce qu'on va vivre? Les rôles, c'est du avant, c'est du pendant et c'est du après. Hein? C'est pas juste quand on le fait. Mais je dirais que si on peut réduire, en tout cas de mon point de vue, je disais récemment à la classe, justement, il y a tout le côté découverte. Les réseaux sociaux, c'est comme une télévision, un centre d'achat, une librairie, un disquaire. C'est là où on a accès à du contenu, où on peut découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est un carrefour aussi, à un autre niveau. C'est là où on rencontre du monde, on échange sur des sujets, on peaufine des choses, on apprend. C'est aussi un espace très personnel, très intime, qu'on partage juste avec des amis, comme un chat privé sur Insta ou des éléments. Fait que, moi, je le vois un peu comme ça, c'est le genre c'est la vie, mais en ligne. Exactement. On peut pas réduire la portion numérique, premièrement, en une chose, parce que c'est trop multiple, les possibilités de ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, on peut pas réduire non plus les ados à une sorte d'être vivant qui se comporte de la même manière. Là. C'est culturel, en fait. Puis, la culture est comme encore plus
morcelé ou atomisé chez les adolescents parce que c'est des petites communautés, c'est un peu plus de tribus, si je peux m'exprimer ainsi. Le numérique ne jouera pas la même fonction au sein de la famille qu'au sein des relations sociales d'amitié, que des relations de gens avec qui on collabore à l'école ou dans un milieu professionnel, ou etc. Et ça va dépendre de qui on est et avec qui on interagit et dans quel contexte culturel, parce que des usages, la façon d'utiliser le numérique va changer d'un milieu à l'autre. Est-ce que ces transformations sur les manières de communiquer ont un impact différent selon les générations? C'est une super question parce que ça va justement toucher beaucoup des mythes, je pense, qui entourent les jeunes, la jeunesse et les usages et aussi le rôle des technologies là-dedans. Dans cette mesure où le monde de l'Internet, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça arrive, on dirait qu'à chaque saut technologique, il y a ces mythes postmodernes quasiment, qui s'inscrivent un peu dans les discours sociaux où on s'imagine qu'il y a une nouvelle espèce de jeunes qui émerge à travers ces médias, ces technologies-là, et qui vient reconfigurer complètement c'est quoi la jeunesse. Or, et mes recherches, mais je pense qu'il y a aussi une riche littérature en sociologie de la jeunesse, en études juvéniles et tout ça, qui démontre qu'en fait, la technologie, c'est pas la technologie qui vient transformer c'est quoi être jeune. Le jeune ou la jeune, les jeunes vivent des expériences qui sont somme toute assez, j'aime pas le terme universel, mais qui transcendent les temps, le besoin de se découvrir, le besoin de construire une identité, le besoin de socialiser, le besoin de créer des amis, et aussi le besoin de faire le saut entre être un enfant et être un adulte. Mais c'est là où on peut percevoir des changements, c'est que les médias viennent jouer des rôles là-dedans en permettant les jeunes de faire ça. Mais du coup, il n'y a pas des nouveaux jeunes. Oui, ce que les jeunes font est transformé. C'est certain que tu ne peux pas comparer Instagram avec un téléphone, un landline comme avant, ou un poste de télévision avec ce qu'on retrouve en ligne. Mais je pense pas que il y a ici quelque chose de marquant en termes de transformation générationnelle. Peu importe, c'est potentiellement universel comme constat, mais c'est sûr qu'il y a des approches ou des rapports avec le numérique qui sont différents selon si t'es jeune ou t'es vieux, mais on pourrait peut-être dire ça en 1910 aussi, dans le sens où est-ce que c'est probablement le même genre de constat. Par exemple, ce que je peux, moi, constater de notre époque actuelle, c'est que le rapport au numérique pour les générations plus âgées est souvent plus marqué par le rapport aux appareils, où il y a une difficulté de manipulation des appareils qui vient obstruer la fluidité d'utilisation de l'aspect Internet qu'on va retrouver chez les adolescents, qui, eux, n'ont pas cette difficulté d'appareil. Ils sont plus, disons, adaptés ou ont des capacités d'adaptation plus grandes par rapport aux nouveaux appareils issus du téléphone mobile, les trucs virtuels, les jeux vidéo, etc. Alors, pour eux, c'est moins une contrainte, c'est moins une espèce de douane, de passage vers toutes les fonctionnalités après qui existent au niveau de l'Internet. Il y a aussi une plus grande facilité avec composer avec la masse infinie de possibilités de l'Internet. Parce que je pense que il y a quand même cet aspect qui est peut-être une différence, puis là, on pourrait en discuter, mais qu'aujourd'hui, la multitude des possibilités fonctionnelles à laquelle on a accès est infinie. Alors qu'à l'époque, si vous achetiez par exemple, un appareil de lecture de cassettes vidéo, vous pouviez lire votre petite manette, toutes les comment ça fonctionne, quel piton sert à quoi, puis vous pouviez être dans une mesure finie, être capable de composer avec toutes les fonctionnalités de votre appareil. Ce qui est l'habitude, par exemple, des baby boomers ou des générations plus âgées. Alors qu'aujourd'hui, si vous ouvrez Facebook, composez toutes les possibilités fonctionnelles de Facebook. Vous allez y passer votre vie, faire mon métier, ultimement, parce que c'est infini et il y a des nouveautés régulièrement. Puis là, je parle juste d'une plateforme, parce qu'il y en a une multitude d'autres. Et je pense que de composer avec le fait de faire une espèce de cherry picking, là, si vous me permettez l'anglicisme, d'aller chercher
chacun des petits éléments qui nous accommodent, puis d'être capable de les changer en fonction des nouveaux groupes qu'on rencontre. Je pense que il y a plus de capacité, il y a plus de facilité pour un adolescent. Parce qu'il est adolescent, peut-être que c'est ça la raison. Peut-être la plasticité est plus grande ou je ne sais pas comment ça fonctionne là, de ce côté-là. Mais je dirais aussi qu'il y a le parcours expérientiel de l'adulte mature qui lui a pas permis de développer tout ce qu'il faudrait pour qu'il soit aussi fluide. Et il y a aussi le fait que, en tout cas, moi, je remets même en question le format d'éducation à la population actuelle qui se limite à tout le monde est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, puis après ça, c'est fini. Alors qu'on aurait, je pense, besoin d'une éducation en continu, ne serait-ce que l'éducation à la citoyenneté et au numérique. Puis là, on le voit, les parents sont dépourvus, les personnes âgées sont dépourvues et ils n'ont pas accès à quoi que ce soit pour développer leur littératie numérique, ce qui rend leur rapport, donc, au numérique plus difficile. Ils ont peu de ressources pour, justement, augmenter leur fluidité d'utilisation de tout ça, et non seulement leur fluidité d'utilisation, mais aussi leur perspective de réflexion et critique par rapport à ces objets. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est là où on voit émerger des pratiques qui sont vraiment là, intéressantes par rapport à ça. Justement, comme je disais en introduction, le côté carrefour. Les jeunes, justement, face à cette multitude, je dis les jeunes, tout en soulignant que c'est pas homogène, ont développé beaucoup de pratiques, le fun. J'aime beaucoup ton terme tribu. On développé des tribus en ligne où les jeunes deviennent des curateurs de contenu, justement faisant ce pont entre la multitude de contenus et ce que ma tribu aime. Puis on voit ces carrefours-là en ligne, justement. Il y a un documentaire qui a été fait, puis ça fait quand même, ça date déjà un peu, mais moi, je le trouve encore tout à fait à jour, je pense en 2009-2010, quelque chose comme ça, par l'ONF, qui s'appelait « Ma tribu, ma vie ». Puis c'était un documentaire qui parlait, qui avait pris 9 jeunes de régions éloignées d'un peu partout du Québec pour leur montrer qu'ils avaient développé leur identité et leur relation sociale à travers l'Internet avec leur tribu choisie. Alors, tu avais, par exemple, je me rappelle qu'il y avait un jeune dans le fin fond de l'Abitibi, que lui, tous ses amis étaient, je pense, coréens. Il s'habillait en poupée japonaise puis il écoutait du hardcore. Il y avait vraiment comme une culture d'un groupe de personnes qui n'étaient pas du tout reliées à son territoire, en fait. Puis c'était développé une culture, un savoir, une façon d'être qui était complètement reliée à cette communauté qu'il avait 100% choisie grâce à l'Internet. Et c'est ce que ce documentaire, c'est un truc interactif, là, explorait en fait le champ des possibles identitaires pour ces adolescents à l'ère d'Internet qui n'étaient pas contraints d'être enfermés dans la culture territoriale où ils se trouvent. Puis là, on peut se poser des questions à quel point on veut quand même pas jeter le bébé puis l'eau du bain dans ce genre de contexte-là, mais ça reste que les possibilités sont incroyables. Et moi, j'en côtoie des adolescents comme ça qui ont fait des choix non territoriaux par rapport à leurs relations, qui ont décidé qu'ils ne se trouvaient pas de relations sociales dans leur école secondaire, par exemple, mais qui pourtant avaient une vie sociale hyper riche, mais davantage choisis en fonction de leur champ d'intérêt pour leurs valeurs. Souvent, des jeunes plus marginaux, justement, qui auraient peut-être vécu de la discrimination, de l'intimidation, qui auraient été rejetés par les cultures populaires de leur milieu territoriaux, concrets dans leur vie concrète, mais qui peuvent avoir un échappatoire et puis même se développer tout un espace social grâce à l'Internet. Et si je peux clore ce sujet-là en ajoutant, en se tournant les yeux vers l'avenir, que là, ça s'en vient imminemment. Puis quand je dis imminemment, c'est d'une semaine à l'autre. D'ailleurs, Meta travaille sur une quantité astronomique de langues. Meta, je rappelle, Facebook, Instagram, Messenger, qui vont permettre, qui vont probablement diminuer l'effet hégémonique de l'anglais et qui vont permettre encore plus de mélange et de fusion des cultures à l'international et d'accès à une plus grande multitude encore culturelle. Parce que là, il n'y aura plus la barrière de la langue. Alors, tout ce qui vient justement de la Corée, du Japon ou d'une organisation culturelle obscure pourrait émerger comme ça puis faire mouche dans des groupes d'adolescents d'ici parce qu'il n'y aura plus la difficulté de la langue. Tu sais, les ados ici écoutent tous des YouTubers français parce qu'il n'y en a pas bien des Québécois, premièrement, mais à cause de la barrière de la langue. Mais il n'y a rien qui empêcherait de se mettre à écouter des YouTubers de partout dans le monde avec justement
ces AI-là qui permettent la fluidité d'échange à travers des contenus culturels. Là. Vous avez beaucoup parlé des réseaux identitaires extraterritoriaux, mais pour ce qui est des réseaux intraterritoriaux, de quelle manière ont-ils une influence sur la façon dont les amitiés se créent et se maintiennent chez les adolescents et les adolescentes? C'est extrêmement. Je suis vraiment contente de ta question parce que, là encore, dans tous ces discours alarmistes qui entourent les usages des réseaux sociaux des jeunes, tout ce qui pourrait être négatif, etc., je pense qu'on sous-estime carrément ou on oublie complètement l'importance des réseaux sociaux et de la connexion virtuelle pour les amitiés. Comme si c'était, c'est moins important que tous les autres problèmes qu'il y a. Je dirais que de tous les jeunes que j'ai rencontrés, et Dieu sait que j'en ai rencontré des centaines et des centaines de jeunes à travers le Québec sur ce sujet-là, l'amitié, elle se vit autant en ligne qu'hors ligne. Et de nos jours, les réseaux sociaux sont essentiels pour maintenir les amitiés. Je dirais moins pour développer, parce que ça, c'est contre-intuitif. On s'imagine que parce que les jeunes sont full en ligne, puis ils regardent des millions d'affaires, que tout d'un coup, ils parlent à plein de monde. C'est pas du tout vrai. Les jeunes, au contraire, quand on parle d'amitié puis de jaser, ont des pratiques extrêmement fermées. Ils n'acceptent pas des amitiés, ils ne créent pas des groupes plus grands que leur groupe. Puis la plupart des amis, en fait, sont très situés, très localement situés. Et donc, c'est essentiel, je dirais pas pour le développement, mais définitivement pour le maintien des amitiés. On peut revenir à la COVID, mais je dirais au-delà de ça, il y a cette... Là encore, je veux pas virer folle académique, mais je peux résumer. Mais dans les 20-30 dernières années, il y a un mouvement, ce qu'on appelle le jeune à l'intérieur. Il y a eu une paranoïa sociale qui s'est installée beaucoup au niveau des parents en termes de la sécurité des jeunes. Et on dirait que progressivement, les jeunes, on les laisse moins sortir. Ils sont réglés, toute leur vie est réglée au quart de tour. Quand on sort, c'est des activités. Faut que tu rentres à telle heure, faut que tu... Ah, tu sais, et ça, c'est pour moi qui le dit, là. C'est quelque chose qui a été fortement, éminemment documenté. Et qu'est-ce que tu veux? Tu sais, moi, dans les années 70, là, mes parents me mettaient à la porte le matin, puis il n'y avait pas question que tu rentres avant 5 heures. OK? C'est comme, tu rentres pas, je veux pas te voir. Maman, c'était comme, elle nous voyait à la porte, là, puis elle barrait à la porte. C'est comme une chose. De nos jours, c'est comme l'inverse. On barre la porte pour pas que l'enfant sorte. Mais l'enfant, lui, il a besoin, le jeune a besoin de communiquer, il a besoin, c'est essentiel dans son développement. Fait que, souvent, on va dire, les jeunes, ils passent trop de temps en ligne, mais c'est pas pour rien qu'ils sont en ligne. Ils ont besoin de cette connexion. Les plateformes qui permettent la socialisation en ligne sont effectivement essentielles, puis pas juste pour les jeunes. Là, moi, personnellement, c'est un espèce d'aller-retour entre le concret et le numérique. Et il y a autant le format messagerie interpersonnelle en groupe entre deux personnes que des publications plus larges à tes abonnés qui font partie de l'ensemble de la socialisation et que quand tu es absent ou limité dans une de ces parties-là, tu as des effets dans ta socialisation. Tu sais, par exemple, les parents qui veulent limiter la présence de l'enfant sur certaines plateformes alors que tout son groupe d'amis est là-dessus, va avoir des effets concrets, des fois de rejet, des problèmes de socialisation, d'intégration à cause de ça. Alors, puis, tu sais, j'entends même aussi des commentaires sur le fait de moi, on devrait limiter les jeunes avant l'âge de 16 ans à utiliser le numérique. Alors que pour moi, le problème, c'est pas l'accès, mais c'est le fait qu'il y a peut-être pas d'assez d'encouragement à faire autre chose, comme l'a mentionné Nina. Le fait d'aller jouer dehors, ça, c'est pas en disant pas d'écran que ton jeune va aller jouer dehors. Il saura pas quoi faire. Il faut que ce soit un incitatif intéressant. Moi, je suis dans un quartier où les enfants jouent énormément dans les ruelles, dans les rues. Il y a comme un côté vintage, là. Je suis dans Limoilou, à Québec. Puis vraiment, là, je les vois se courir après avec des nerfs. C'est intense comment les enfants jouent dehors. J'ai l'impression d'être en 1982. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas le goût d'être sur leur écran. Tous leurs amis sont dehors en train de jouer. Alors, il y a un phénomène aussi de groupe. Ton enfant, s'il est tout seul dehors, là, ça va être pas super stimulant. Alors, c'est comme un équilibre de tout ça. Puis mon point, c'est que
on peut pas limiter l'accès. C'est pas en limitant l'accès au numérique qu'on règle cette question-là. C'est une mauvaise équivalence de dire il y a un problème d'activité physique, de socialisation dans le concret, c'est parce qu'il y a trop d'écran. Non, c'est parce que c'est pas assez invitant ce qui se passe dans le concret. Tandis que l'écran peut bonifier, accompagner justement toute l'activité concrète. Elle est même essentielle à ça. Parce que déjà, je sais pas si vous avez des lignes fixes encore, vous autres, là, mais ça devient compliqué pour les enfants de se communiquer entre eux quand il n'y a plus de ligne fixe. Comment ils rentrent en contact les uns avec les autres. Alors, c'est souvent la porte d'entrée, d'ailleurs, pour avoir un téléphone, parce que là, la mère est tannée de gérer les appels, les communications de son enfant, etc. Alors, l'enfant finit par avoir de toute façon accès à ça et de toute manière, ça va faire partie de sa socialisation. Là, après ça, ça va dépendre quelle plateforme, comment. Puis c'est tout ça qui peut avoir des incidences sur la socialisation, aussi merveilleuse que terrible, parce que là, le spectre des possibilités, le champ des possibles sur le numérique est très large. Et c'est là qu'il y a des rôles qui peuvent être joués par les parents, par le milieu, par les enseignants, sur quelle plateforme et comment. Autant au niveau de, il faut apprendre les fonctionnalités, comment ça marche, les enjeux de sécurité, les enjeux de confidentialité, etc. Mais aussi apprendre, définir un usage citoyen. Puis là, je donne tout le temps ma fameuse métaphore qui commence à être usée, il faudrait que je la change, je pense, c'est le marteau. Un marteau, déjà, il faut savoir s'en servir pour ne pas se taper sur les doigts, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait avec un marteau. Tu sais, Thor, lui, il se bat avec un marteau, parce que dans sa culture, le marteau est une arme. Mais dans notre culture, le marteau est un outil. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est la culture d'usage. Comment on peut utiliser les fonctionnalités, puis qu'est-ce qui est acceptable là-dedans. Puis c'est là qu'il y a, je dirais, un dessaisissement total des parents et des enseignants actuellement. Je ne sais pas si c'est la pandémie ou quoi, mais tu sais, je remarque c'est les écrans, c'est une affaire bizarre qu'on n'investigue pas, qu'on rejette et qu'on ne se saisit pas en tant qu'éducateur, tuteur, responsable et qu'on ne travaille pas avec les enfants pour développer l'esprit critique, pour le comprendre, pour l'apprendre, parce qu'on le rejette totalement. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on retrouve beaucoup de jeunes qui se ramassent toutes seules dans toutes sortes d'endroits numériques. Puis là, c'est comme dans une ville. Ils peuvent aller dans un parc cute, mais ils peuvent aller dans un petit boisé, trash en arrière. Je veux dire, il y a tout sur le numérique. Mais à partir du moment où il n'y a personne pour les superviser, les accompagner, puis savoir qu'il y a des endroits qui sont moins recommandables, on les laisse à eux-mêmes. Alors, il y a ça qui fait aussi partie. C'est pour ça que c'est complexe là, comme réponse, parce que ça va dépendre de l'environnement numérique du jeune. Qu'est-ce que ça a comme effet dans sa vie, les médias sociaux? Ça va dépendre de ses groupes de socialisation, de tout l'accompagnement qu'il peut y avoir autour de lui dans toutes les différentes sphères, parents, enseignants et milieux. C'est tout ça là, qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus de chances ou pas que ça se passe bien ou que ça se passe plus difficilement. J'ajouterais aussi, j'ai beaucoup aimé quelque chose que tu as dit. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on oublie fondamentalement. Les jeunes, tu parlais de tes jeunes à Limoilou, ils n'ont pas envie d'être en ligne. En fait, oui, ils ont envie d'être en ligne, mais ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Les jeunes ont envie de socialiser. Ils ont envie d'être avec leurs amis. Alors, la question est à savoir, est-ce qu'on leur crée des espaces réels où ils peuvent être avec leurs amis ou est-ce qu'on les laisse créer ses propres espaces comme ça en ligne par défaut? Et c'est pas de dire que les jeunes n'aiment pas ça être en ligne, ils adorent être en ligne, mais beaucoup des pratiques des jeunes en ligne, c'est par défaut. Comment les parents et les enseignants peuvent ouvrir une discussion authentique avec leurs enfants ou leurs élèves, justement sur ces usages-là qu'on méconnaît? Comment ouvrir une discussion plus franche? Oui, en fait, déjà, les ados vont nous aimer, je pense, s'ils écoutent ce podcast-ci, parce qu'on a leur point de vue beaucoup, là, qui est souvent mal compris et qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas les mots, ils sont peut-être pas capables de l'exprimer, mais surtout, premier barrage, le mépris. Le discours autour de leur usage du numérique puis de plein de choses qu'ils font est tellement négatif, et dans les médias, et dans la culture populaire, et dans la bouche de leurs parents, de leurs enseignants, qu'ils n'ont pas envie de s'ouvrir. Ils se sentent jugés en partant. Puis tout adolescent veut pas être jugé. Je veux dire, c'est même... dans mon souvenir, ça faisait encore plus mal qu'adulte, là. Donc,
nécessairement, ils vont pas ouvrir ce flanc-là. Tu sais, quand je parlais tout à l'heure de défaire le mur pour être capable de leur parler, c'est ce mur-là. Parce que les jeunes vont toujours te dire ce qu'ils pensent que tu veux entendre parce qu'ils veulent être aimés, ils veulent être appréciés avant tout. Et pour qu'ils ouvrent le dialogue réel sur ce qu'ils vivent, ça prend un niveau de confiance très avancé. Puis pour que cette confiance-là existe, il faut qu'ils se sentent appréciés, peu importe ce qu'ils vont avoir comme comportement, comme discours. Fait que si vous partez en disant « Hey, c'est-tu loser jouer à des jeux vidéo en partant? » là, puis vous l'avez peut-être pas dit pendant cette conversation-là. Vous l'avez peut-être dit un moment donné en discutant avec vos amis, en écoutant votre discours ambiant sur ces questions-là. Il est entendu par vos jeunes, même s'ils n'ont pas l'air de l'entendre. Et ça ferme des portes qui sont difficiles à ouvrir. Alors, de faire attention à sa posture en général sur ces usages-là et d'ouvrir la conversation, mais avec une réelle ouverture. Pas juste parle-moi. Non, d'être vraiment à l'écoute et intéressé, puis être capable de voir avec leurs yeux tout ce que ça peut avoir de positif. Et évidemment, s'y intéresser, mais pour vrai, pas à reculons. Alors, tu sais, je pense là qu'il faut vraiment s'allumer le cœur sur ces affaires-là en tant que parent pour que ça marche. Vous ne pourrez pas faire semblant sur ces questions-là. Alors, allez cultiver l'amour de votre cœur, de vos enfants, qui va vous amener à vous ouvrir à leurs usages qui, de facto, vous semblent négatifs à cause de tout ce que vous entendez à tous les jours. Faut comme déconstruire ça. Et là, le dialogue survient. Puis aussi, bien sûr, là, c'est pas une fois par année, là, c'est un dialogue en continu. Je dirais que, tu sais, en recherche, on parle souvent du biais du chercheur adulte quand on travaille avec les jeunes. Et je trouve que ça s'applique tout à fait aussi au rôle du parent. Je dis pas que le parent doit nécessairement devenir le meilleur chum de son enfant. C'est pas le rôle d'un parent. Tant mieux si vous avez une belle relation. Mais parmi les choses qu'on essaie de faire en tant que chercheur en sociologie juvénile ou en tout cas dans les études juvéniles, c'est de placer le jeune au cœur du dispositif de recherche. Puis je pense que ça, c'est déjà, c'est des gros mots pour dire, écoute donc ce que le jeune a à dire à partir de ce que le jeune pense. Et souvent, on arrive avec des a priori, on juge, puis on oublie que un jeune, ça pense pas comme nous. Ça n'a pas les mêmes goûts. C'est pas rendu au même endroit. C'est clair. Moi, ça m'intéresse moyen passer 10 heures sur TikTok. Honnêtement, en tant qu'adulte, j'y vois très peu d'intérêt. Mais ça veut pas dire que parce que le jeune le fait, ça n'a pas un intérêt pour le jeune. T'sais. C'est ça de comprendre, cette distinction de prendre le jeune à partir de l'expérience du jeune, puis l'écouter. Puis c'est vrai que c'est un job à long terme. Ça nous demande d'être critique face à nous-mêmes, de faire un peu, comme ils disent, une expérience hors de notre corps, hors de ton corps, 30 secondes. On en est déjà à notre dernière question. En conclusion, je vous rappelle que l'un des objectifs du balado Les temps modernes est se donner un temps d'arrêt pour réfléchir et construire une compréhension commune sur des sujets actuels. J'ai donc envie de vous demander, que retenez-vous du propos de l'autre invité? Nelly et moi, on se recroise énormément, mais je pense que ça, premièrement, ça veut dire beaucoup. Qu'on se recroise, pas juste parce qu'on pense pareil, mais je pense que nos réflexions s'assoient tout de même sur une riche littérature scientifique. C'est des données probantes, c'est pas notre opinion, c'est des choses qui ont été bien documentées par beaucoup de chercheurs. Je pense beaucoup des éléments que Nelly dit, qui moi j'ai beaucoup retenu et qui m'inspirent énormément moi-même, c'est toute cette idée de tribu, de rappeler que les jeunes s'inscrivent dans des cultures juvéniles, des cultures qui sont propres à eux, des groupes qui sont propres à eux, avec des manières de faire. Et ces groupes-là peuvent être énormes, mais ils sont aussi très localement situés. Et je pense que si on comprend le jeune, l'adolescent comme faisant partie d'une culture, d'une tribu, je pense que du coup, peut-être pas toutes, mais une grande partie des pratiques et des usages qu'on observe vont être beaucoup plus facile à comprendre. Moi, c'est vraiment quelque chose comme ça rejoint beaucoup de choses. C'est les jeunes veulent être avec les autres jeunes, font partie de tribus, c'est des questions identitaires, c'est des questions socialisantes, et tout ça, pour moi, ça englobe vraiment cette notion de culture. Je pense qu'il ressort beaucoup de ce que tu dis, et je pense que c'est vraiment un excellent point de départ pour comprendre ce que les jeunes font en ligne.
Je dirais qu'il y a un élément qui me frappe aujourd'hui dans la conversation de Nina, que je retiens vraiment, c'est l'idée du mythe postmoderne, d'une nouvelle jeunesse qui est à chaque fois reconfigurée à cause d'un nouvel outil technologique. Cette espèce d'omerta qui fait que les jeunes n'osent pas parler à leurs parents de plein de choses. Ça a toujours existé, fort probablement, de toute époque, en fait. Et c'est un mythe de penser que c'est le fait que c'est une nouvelle configuration à chaque fois. Alors, je pense que la morale de ce que je dis puis de ce que je retiens de Nina, de ce qu'a dit Nina, c'est vraiment là, de peut-être un peu plus se baser sur la science, sur ces questions-là, plutôt que de rentrer dans des mythes de magie, de transformation, d'humanité qui font peur et qui nous font paniquer, en fait, et qui nous font perdre pied et perdre le contact avec une jeunesse qui, dans le fond, a tout à voir avec celle qu'on a nous-mêmes traversée. Nelly, à quel endroit les auditeurs peuvent suivre vos travaux? Bien, je suis sur plusieurs plateformes et disons que ma principale, c'est mon profil Facebook et non pas ma page professionnelle, mais je suis beaucoup sur TikTok, je suis beaucoup sur Instagram aussi. Puis sur les autres plateformes, ça dépend, Twitter, de l'humeur d'Elon Musk. Bref, il y a des plateformes où je suis un petit peu moins stable, mais disons que sur Facebook, Instagram et TikTok, c'est pas mal mes plateformes de prédilection, même si je suis aussi active sur une panoplie d'autres plateformes, étant donné que c'est mon métier. Alors moi, je peux passer 10 heures par jour sur TikTok, mais c'est mon métier de faire une veille, alors c'est un peu plus normal. Donc bref, je produis des contenus sur la littératie numérique. J'ai aussi je travaille beaucoup avec Télé-Québec. Télé-Québec en classe aussi, il y a des trucs qui s'en viennent là-dessus. Sinon, c'est mes chroniques à Radio-Canada, Première chaîne. L'après-midi, j'ai plusieurs émissions dans plusieurs régions du Québec à suivre. Mais si on me trouve sur les réseaux sociaux, on va trouver la suite, finalement. Et vous, Nina, où pouvons-nous vous suivre? Vous pouvez me suivre à partir du département de communication sociale publique de l'UQAM, mais plus spécifiquement, je suis affiliée au Lab CMO, donc qui est un laboratoire à l'intérieur de l'UQAM, mais qui est international, qui travaille sur la communication numérique. Donc, c'est labcmo.ca. Donc, toutes mes recherches sont publiées là. Et aussi, il y a le réseau sur les chercheurs sur le numérique, donc qui aussi diffuse. Mais c'est toujours la grande question. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est content qu'il y ait des Nelly Brière dans ce monde. Merci encore pour votre temps. On espère que les auditeurs apprécieront cette discussion vraiment intéressante. Le balado Le Temps moderne est une production du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Une équipe qui s'emploie à accompagner les milieux, animer des ateliers, soutenir la production de ressources en lien, entre autres, avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Retrouvez tous ces contenus sur récidb.qc.ca.